Il était une fois deux France. L'une vit dans des grandes villes connectées à la mondialisation, l'autre habite ce qu'on appelle en langage technocratique les territoires. La France, dite périphérique, a tendance à voter de plus en plus pour les partis populistes, tandis que la France des métropoles devient le bastion de la gauche progressiste et des partis centristes. Cette fracture n'est pas que politique, elle est géographique bien sûr, mais aussi culturelle, sociale, éducative. Alors cette opposition entre France des métropoles et France périphérique est-elle vouée à s'accentuer ou peut-elle être résorbée? Elle se double par une fracture entre le peuple et les élites. Celle-ci est-elle irrémédiable? On en débat avec deux grands spécialistes de cette question qui vont débattre pour la première fois ensemble dans le club Le Figaroïdé, le géographe Christophe Guilly et l'historien Pierre Vermeren. Bienvenue dans le club Le Figaroïdé. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci vivement d'avoir accepté ce débat. Christophe Guilly, vous êtes géographe. On vous connaît bien sûr pour votre livre « La France périphérique » paru en 2014. Et vous revenez cette année avec un nouvel essai qui s'appelle « Métropolia et Périphéria », qui sont deux planètes que vous décrivez dans un essai assez personnel au ton un peu de fable orwellienne où vous décrivez ces deux planètes qui ne se parlent plus, qui vivent dans des mondes complètement opposés, dont l'une d'ailleurs essaie de coloniser l'autre. Il s'agit de Métropolia. Vous décrivez aussi dans ce livre aussi votre rapport avec ce monde de la métropole, ce monde de l'élite. C'est un essai assez personnel, on va en reparler bien sûr. Pierre Vermeren, vous êtes historien, vous avez publié chez Gallimard « L'impasse de la métropolisation ». Vous avez beaucoup réussi à réfléchir à ces sujets aussi. Et vous deviez d'ailleurs publier un livre récemment avec un autre universitaire, Xavier Laurence Salvador, et une autre universitaire, Emmanuel Hénin, qui s'appelait « Face à l'obscurantisme woke ». Il se trouve que ce livre devait être publié aux éditions du PUF et a été déprogrammé parce que, étant donné le contexte politique, les éditions PUF ont jugé que ce livre n'était pas publiable. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre réaction face à cette annulation qui ressemble beaucoup à de la censure? Oui, une censure préalable. C'est original parce qu'elle provient d'un éditeur qui nous avait lui-même commandé l'ouvrage il y a 3 ans, qui avait même voulu trouver le titre. Bon, le titre, il voulait manifeste contre le wokisme. Nous, on l'a un peu rendu un peu plus voltairien en parlant de l'obscurantisme. Voilà. Et puis le contexte, effectivement, il y a 3 ans, n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Et puis je crois qu'au-delà du contexte à la fois trumpien et autre, il y a eu la question d'une intimidation qui est venue du Collège de France à travers la voix de M. Boucheron vendredi matin, qui a mis en quelque sorte une honte sur le nom des PUF s'il venait à publier ce livre. Et donc l'éditeur, prenant peur et voulant sauver sa maison, comme il nous l'a dit, a préféré différer ou en tout cas déplacer la sortie du livre. Voilà, donc c'est un peu étrange qu'une censure préalable d'un livre qui n'a pas été distribué, que personne n'a lu en dehors de l'éditeur, qui d'ailleurs était très content, qui nous a félicités, qui nous a dit que ça correspondait parfaitement à ce qu'il voulait. Voilà, donc on vit dans un étrange pays où des gens qui travaillent au Collège de France ont un pouvoir d'intimidation sur un éditeur privé qui n'est pas n'importe lequel. Les PUF, les presses universitaires de France, c'est une très vieille maison. Rappelons, c'est un ouvrage universitaire parce que vous étiez... Tout à fait. On était une vingtaine, on est 3 à co-diriger, mais c'est pour ça que ça a été long, parce que tout ce qui est universitaire, c'est long. Donc il nous a fallu 3 ans pour avoir un beau corpus décrivant l'influence du wokisme sur les pouvoirs politiques, administratifs et surtout académiques et universitaires. Et manifestement, ça gêne. Voilà. Vous comptez le publier ailleurs? On a reçu en 24 heures 10 propositions d'éditeurs parmi les plus grands de la place parisienne. Donc vous me permettrez d'en débattre avec les 20 auteurs et puis on verra comment on va procéder. Mais oui, un livre en principe est fait pour être publié. Christophe Guilly, vous avez eu aussi, vous, maille à partir avec l'université française qui parfois vous a traité avec beaucoup de condescendance. Suite à vos travaux, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui est arrivé à Pierre Vermeren? Est-ce que vous retrouvez aussi une forme de mépris que vous avez pu vivre? Oui, la réponse est dans la question. Non, je ne suis pas très surpris en même temps. C'est-à-dire que
C'est la grande peur de Metropolia actuellement. C'est-à-dire que Metropolia Périphéria, bon, effectivement, il y a ces fractures géographiques, sociales, économiques dont on a déjà parlé, mais c'est surtout maintenant des grandes fractures culturelles. Et c'est pour ça que je parlais de deux planètes. On a une planète Metropolia qui est hégémonique culturellement, qui a été hégémonique culturellement depuis les années 80, on va dire, qui est en train de perdre la main. Et elle a très peur de perdre la main. Et je pense que des livres comme celui de Monsieur Vermeuren fait peur à un petit milieu qui comprend que les choses sont en train de basculer. Ce qu'on vit actuellement, c'est un grand basculement culturel. C'est pas seulement une question économique et sociale. C'est que vous avez en fait un modèle économique, social et culturel qui est en train de s'isoler. Hein, c'est ce que j'ai appelé les métropoles citadelles. Mais évidemment, derrière tout ça, il y avait l'assèchement de la pensée. Puisqu'on a là, en fait, l'essentiel des prescripteurs d'opinion, l'essentiel des universitaires. Et en fait, derrière tout ça, il y a une guerre de représentation. Quand vous disiez comment mon travail a été perçu, j'allais dire en deux temps. Tant que mon travail ne rayonnait pas trop, n'était pas trop connu, j'avais pas trop de problèmes. À partir du moment où ça a commencé à infuser, à diffuser un petit y compris par des milieux universitaires, alors là, ça s'est fermé. Pourquoi ? Parce que ce que je proposais, c'était une autre représentation. En fait, nous vivons en permanence dans une guerre de représentation. Yves Lacoste disait la géographie, c'est d'abord à faire la guerre. La guerre est d'abord une guerre de représentation. Quand vous gagnez la guerre de représentation, vous avez gagné la bataille des idées. Et derrière aussi, un modèle économique qui peut éventuellement s'adapter à autre chose. Et on est exactement en Occident, pas seulement en France, parce que Metropolia Périphéria, en fait, c'est une métaphore de ce qu'est devenu l'Occident. Oui, et d'ailleurs, on pourra en parler, mais c'est ce qui explique d'ailleurs l'effondrement de l'Occident pour moi. Enfin bon, ça c'est encore un autre débat, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet événement autour d'un livre va se reproduire. Parce qu'on a en face de nous un petit milieu qui n'est pas du tout habitué au débat. Alors évidemment, ils vous disent toujours on débat, mais les débats sont en général assez tronqués. Et là, il y a quelque chose qui est en train de basculer au niveau des représentations. Le livre de M. Vermeuren, que je n'ai pas lu, propose une autre, j'imagine, représentation. Et ça, c'est intolérable. Parce que le wokisme, par exemple, doit être naturel à l'université. Il n'y a a priori pas de débat. Et c'est ça qui est ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'on dise ah ben non mais peut-être qu'on peut en débattre. Et moi d'ailleurs quand je suis arrivé avec ma petite France périphérique, il ne s'agissait pas d'écraser les autres représentations, c'était de dire peut-être qu'on peut regarder différemment les choses et se placer. Vous avez fait un procès en illégitimité d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, quand vous tirez le fil, c'est pas assez universitaire, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ce sont des techniques. Après, au début, on pense qu'il y a un vrai débat, donc on essaie d'y répondre. Et puis après, on comprend que on gêne en fait, on gêne un petit milieu et des formes de dissidence intellectuelle qui ne sont jamais pardonnées. Voilà, c'est un phénomène vraiment des dissidents. Voilà, et vous avez le sentiment, Pierre Vermeuren, que ce débat sur l'université, qui est devenu une sorte de bastion d'une certaine pensée progressiste, woke, etc., il s'inscrit dans cette opposition métropole-périphérie aussi ? Oui, mais l'exemple de la géographie est très intéressant. Si vous voulez, nous, on a une idée, à ma génération, de la géographie. On était idiots. On nous avait enseigné que c'était la science des espaces. Et que dans les espaces, il y avait une dimension géophysique, vous voyez ? Il y avait des rivières, des pays, des frontières, des reliefs. Et tout d'un coup, il y a une vingtaine d'années, une grande éponge a décidé que la géographie, c'était uniquement une question culturelle et sociale, que c'était un noyau dur de représentation sur lequel il fallait travailler, relative à la sexualité, au genre, aux problèmes d'environnement, bien évidemment, aux problèmes de migration à l'échelle mondiale, etc. Et finalement, Christophe arrive, continue à faire de la géographie, d'accord ? J'allais dire à l'ancienne, mais dans un cadre totalement renouvelé, puisque ces travaux ont bien montré que l'espace français, que les géographes
pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup ont abandonné, a connu des mutations considérables qui nous amènent dans la situation actuelle. Et cette démonstration, je me demande si c'est pas tellement la démonstration, ce qu'on lui reproche, plutôt que d'être resté un géographe, au sens où, bah oui, il travaille sur les déséquilibres entre les espaces, les villes, les banlieues, eu égard aux classes sociales, aux déplacements, etc. Et là, on a un bon exemple d'une dissidence qui est attribuée à une pensée qui est restée fidèle au fond à ce qu'elle a reçu, parce qu'on a dû avoir à peu près les mêmes profs, les mêmes enseignements, et ça, c'est pas tolérable, parce qu'entre-temps, le monde aurait changé. Oui, il a changé, mais pas dans le sens où certains le pensent. Ça c'est un point très important, c'est-à-dire que pour moi, j'allais dire que j'ai commencé mes études de géographie en faisant de la géographie, et je termine mon diplôme de géographie. Je démarre en faisant de la géographie humaine, je termine en faisant, j'ai un diplôme de géographie urbaine et territoriale. C'est qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose, c'est la modélisation de tout et de n'importe quoi. Il n'y a plus cette analyse effectivement du milieu, de l'interaction entre les hommes et le milieu, qui est quand même la base de la géographie. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une modélisation, il y a une idéologie de l'espace. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ce moment, j'allais dire que je date de cette bascule des années 80, on va dire, on a en fait une représentation de l'espace qui devient la représentation, alors on pourrait dire progressiste, mais j'allais dire néolibérale du territoire, avec derrière une hyper spécialisation. Et ça, c'est un point très important parce qu'on va pouvoir connecter avec le wokisme même. L'idéologie néolibérale, alors qui est née de plein de choses, etc., c'est l'idée d'une segmentation de la société, d'une hyper spécialisation. Vous voyez, par exemple, les cartes de l'INSEE, c'est alors les espaces ruraux, périurbains, enfin tout est découpé, etc. En fait, tout ça ne veut rien dire. Le périurbain de Charleville-Mézières n'est pas le périurbain des Yvelines, le rural du Luberon n'est pas le rural du Pas-de-Calais. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a finalement incité les gens à analyser les territoires à partir d'une hyper-spécialisation, une modélisation, et à la fin, on oublie quelque chose de fondamental pour moi. L'espace, c'est d'abord un espace qui est créé par les hommes. Et moi, je pense que ce moment des années 80 est très important parce que c'est le moment où on abandonne la question sociale, où il y a une désindustrialisation, où il y a une invisibilisation de l'ensemble des catégories modestes et populaires. Bref, la majorité ordinaire disparaît et avec elle, les territoires, ceux de la France périphérique. Mais là où je m'interroge, c'est à quel point c'est un processus, selon vous, délibéré ? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est une mécanique qui se met en place parce qu'il y a la mondialisation qui se met en place et fatalement les villes prennent de plus en plus d'importance, la désindustrialisation est provoquée par le fait qu'effectivement des économies comme l'économie chinoise s'ouvrent, etc. Est-ce que pour vous c'est une construction délibérée des politiques ou c'est finalement une sorte de mécanique historique sur laquelle on a peu de prise ? Non, mais il y a deux niveaux. Il y a par rapport à ce qu'on vient de dire, il y a le niveau, je dirais, des faits matériels, sociaux, économiques, spatiaux, et puis il y a le niveau des discours, c'est-à-dire de la lecture qu'on peut faire de ces phénomènes. Voyez ? Et là, les faits en soi... Est-ce que ça a été voulu? Est-ce que ça a été organisé? Oui, la mondialisation libérale n'est pas, ou néolibérale n'est pas le fruit du hasard, elle a été voulue. C'est-à-dire le transfert des sphères de production des différentes nations européennes, ou notamment de la France, vers d'autres contrées, asiatiques par exemple. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les 2/3 de ce qu'on consomme en France, en biens matériels, c'est importé. Les 2/3 de ce qu'on consomme entre les biens alimentaires, industriels et autres. Donc, ça a entraîné une reconfiguration mondiale, disons nationale, européenne et internationale de la production et des flux induits. Bon, ça, ce sont des faits. Ça a été voulu par des grandes entreprises, par des financiers, notamment parce que les financiers européens se sont rendus compte que c'est beaucoup plus facile de financer le commerce et la dette de l'État que de créer des industries, d'avoir sur les bras des syndicats, de la pollution, des ennuis à n'en plus finir, des ouvriers, des ouvrières, tout ça, c'est très pénible. Et donc, finalement, c'est beaucoup plus simple de faire venir les produits chinois, puisque là-bas, les gens travaillent
au knut ou en tout cas selon des modalités très rustres qui permettent de ne pas avoir de problème. En tout cas, nous, on ne les a pas. On n'a ni la pollution ni les ouvriers. Donc ça a été voulu. Maintenant, la lecture, comment faire une lecture tranquille, saine, bienveillante de cette rude réalité sociale? Eh bien, il faut raconter des histoires. Et le fait de s'intéresser, si vous voulez, à des sphères, alors je ne le dirai pas aussi bien qu'un géographe, mais en tout cas, le fait de changer de niveau d'analyse, de ne plus s'intéresser finalement à ces détails que sont la production, les choses assez simples dans lesquelles vit la population ordinaire, comme il est dit, à juste titre, eh bien, on va s'intéresser à autre chose, et notamment les questions culturelles et les questions de représentation prennent le pas. Voilà, parce que ça, on peut en parler en gants de soie et entre soi dans les métropoles. Vous voyez, on peut parler de l'écologie urbaine. Oui. En fait, ça ne sert à rien. On peut faire des bacs à fleurs sur tous les immeubles. Des tomates. Voilà, mais on peut en parler. Ouais. C'est un sujet. Voilà. Ouais. On peut penser aussi la question de la métropolisation pour les riches. On parlera tout à l'heure de la question des aides-feux. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut se donner des illusions. Et puis pendant ce temps-là, tout ce qu'on achète, ça vient d'Asie, transporté dans des bateaux hyper polluants, auxquels on ne s'intéresse pas du tout, ou bien dans des camions qui remontent du Maroc, d'Espagne, de Tunisie, d'Italie, de Turquie, qui sont hyper polluants, qui encombrent les routes, qui détruisent l'environnement au diesel dans des proportions. Ça n'existe pas en fait. C'est pas, vous voyez, c'est pas quelque chose d'intéressant. Donc voilà, le regard et les faits. Simplement pour revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu effectivement de complot. On ne s'est pas dit tiens, on va mettre de côté les 3/4 de la population. Et puis non, c'était cette idée de Tchuruk, des entreprises sans usine, d'une boîte de téléphone, j'ai oublié le nom. Alcatel, voilà, qui me dit et avec cette idée que finalement, bon, les Chinois, les Indiens allaient bosser pour nous. Exactement ce que vous disiez. Sauf que, et puis nous, on allait se concentrer dans le CSP+, l'intelligence, voilà, la tertiarisation. Et la métropole est le symbole de ça. Quand vous regardez la production des grandes métropoles, c'est essentiellement du tertiaire. Bon, l'idée, c'était quoi? C'était de dire, bon, finalement, on va adapter la population à cette nouvelle norme, finalement, économique. On va tous devenir cadre moyen, cadre supérieur, et puis, formidable, le monde va travailler pour nous. Sauf que les Chinois se sont mis à fabriquer des fusées, les Indiens des iPhones, j'en passe des meilleurs, enfin bref. Et là, on commence à comprendre que ça va pas être aussi simple que ça. Et puis, il y a aussi un véritable problème, c'est que pour la première fois dans l'histoire, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les catégories modeste, populaire, la majorité ordinaire, les classes populaires, les classes moyennes, ce qu'on appelait jadis la classe moyenne occidentale. Je dis jadis parce que justement, ce n'est plus justement une classe moyenne au sens intégré économiquement et culturellement. Et ces catégories-là, petit à petit, donc classe ouvrière d'abord, les paysans, etc., ont été mis à l'écart. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'elles ne sont plus connectées à ce qu'est l'économie. Donc pour la première fois dans l'histoire, ces catégories ne sont pas là où se crée la richesse. Ça, c'est un choc évidemment économique, mais c'est derrière un choc culturel et politique majeur. Alors là où j'allais dire, là encore, il n'y a pas de complot, mais la question des représentations est fondamentale, c'est que on ne s'est pas rendu compte que ces territoires-là, quand vous les additionnez, zone rurale, petite ville, ville moyenne, ça forme un tout. Ça forme la société elle-même. Et l'habitude a été toujours de présenter ces espaces comme marginaux. Et d'ailleurs, je me souviens très bien qu'au moment des Gilets jaunes, certains géographes avaient dit mais c'est la France du vide. Bon, sous-entendu, la France du vide, c'est pas grand-chose. Il y a l'idée de la France finissante. Sauf que l'ensemble de ces territoires-là, c'est le bloc absolument majoritaire. Et moi, je remarque une chose, c'est que parler de majorité ordinaire aujourd'hui devient très compliqué. Dès que vous commencez à énoncer cette idée, on vous explique que mais ça n'existe pas. Il n'y a que finalement un morcellement infini. D'où aussi cette représentation woke, c'est-à-dire que tout ça est très cohérent, comme s'il fallait invisibiliser ce qu'est la société. Or, il y a encore une majorité ordinaire, elle ne cesse de se recomposer,
Et elle ne cesse aussi de... Moi, j'avais écrit il y a très longtemps, voilà, s'il y a des contestations sociales ou politiques, elles viendront de ces périphéries. Ouais. Elles viendront de périphéria, elles viendront pas de métropolia. Et c'est tout bêtement ce qui est visible aujourd'hui, aussi bien avec des mouvements type Gilets jaunes ou mouvements populistes aujourd'hui. Ou même par l'abstention. Ou par l'abstention. Ce sont ces territoires-là qui sont en train de faire basculer culturellement l'ensemble du modèle. Je voudrais vous faire réagir à une phrase de David Béliard, qui est adjoint à la mairie de Paris et candidat à la primaire écologiste pour les municipales de 2026. Voilà ce qu'il a dit, ça m'a fait penser vraiment à ce que vous disiez dans votre livre. Paris est woke, féministe et antiraciste. La capitale n'est pas une commune lambda, c'est une ville de valeurs, il faut en être fier. Je trouvais que Christophe Guilly, c'est exactement ce que vous décrivez un peu dans le livre, cette espèce d'arrogance et de supériorité morale de la métropole qui serait le poste avancé de la civilisation, de la modernité, du progressisme. Ouais, alors moi j'y vois aussi un effet bulle. C'est-à-dire que il y a une bulle culturelle, quoi. Métropolia est devenue une bulle culturelle. C'est-à-dire que je pense que quand Béliard dit ça, il est très sincère. C'est-à-dire qu'il est dans un environnement culturel où périphéria n'existe pas. Donc, si vous voulez, vous avez des représentations construites, validées par ceux qui vous ressemblent. Typiquement, vous avez, je ne sais pas, le journaliste de Métropolia qui va faire valider sa représentation du monde par un chercheur de Métropolia, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez un mécanisme culturel qui fait qu'à la fin, vous ne pouvez absolument plus comprendre l'autre monde. Donc c'est moins un complexe de supériorité pour moi qu'un assèchement complet de la pensée. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve la production culturelle à Métropolia devient très problématique. C'est-à-dire que quand vous regardez... On parle beaucoup, parce que la question culturelle est fondamentale dans tout ça. Moi, je vois par exemple un effondrement du cinéma, un effondrement, on pourrait dire aussi de la littérature. Tout ça n'est pas terrible quand on regarde les choses. Pourquoi ? Je crois qu'une société n'est viable que si elle est connectée à la multitude. Quand vous regardez la grande littérature d'hier. Alors bon, je parle très souvent de Dostoïevski, mais on pourrait parler de Céline. C'est quoi ces grands auteurs ? Ce sont des gens qui pensent le monde connecté. Dostoïevski, c'est une connexion infinie avec la paysannerie russe. Oui, on pourrait parler de Céline, aussi. Comment Céline construit son œuvre ? En faisant entrer dans son cabinet médical des gens ordinaires. Bref, cette connexion-là est permet de produire les plus grandes œuvres. Et l'assèchement de la pensée, y compris universitaire, c'est exactement ça. C'est des gens déconnectés totalement de ce qui est pour moi la sève des sociétés, c'est-à-dire des gens ordinaires, de la multitude. Parce que c'est là que sont aussi les valeurs humaines. Et moi, dans ce genre de réflexion à la Béliard, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un effondrement intellectuel et culturel. C'est-à-dire de l'incapacité à penser l'autre, mais le vrai autre, pas celui qu'on mythifie, parce que le vrai autre, c'est justement celui qui vit dans cette autre planète. Pierre Vermaelen. Oui, ça renvoie, si vous voulez, à l'effet de ségrégation sociale involontaire, parce que je ne pense pas que ça a été pensé comme tel, mais qui résulte d'effets, par exemple, l'abandon de la production, puisqu'on importe tout, on ne produit plus, avant on produisait, l'abandon de la production versus la construction d'une économie de l'intelligence. C'est comme ça que l'Union européenne se voyait il y a quelques années. Alors on a transféré les populations, Paris était une grande ville ouvrière, on a envoyé tous les ouvriers ailleurs, et puis on a fait venir des étudiants, des cadres, etc. La population a fortement diminué dans la ville parisienne, et aujourd'hui on trouve essentiellement des classes supérieures. Il y a un nombre je crois qu'il y a 20% de personnes, 15% ou 20% qui ont un master dans la société, et à Paris, je crois qu'il y en a 60 ou 70%. Ça vous dit bien l'effet de décalage. Donc, une fois que vous êtes entre vous,
d'accord? Une fois que vous êtes avec uniquement des gens de votre milieu social. On ne va pas rappeler le vieil immeuble haussmannien et la manière un peu mythique dont il structurait la société verticalement dans chaque immeuble. Eh bien, à partir du moment où tout votre immeuble est entièrement habité par des gens comme vous, que vous allez chez votre boulanger qui lui-même revient des vacances au Bhoutan, ça donne à la culture de je ne sais quel pavot, etc., eh bien vous n'avez plus d'altérité et vous vous dites les autres périphériens, effectivement, c'est un monde horrible, mais de toute manière, on ne le connaît pas et donc ça donne ça. Ça donne Béliard, bah oui. Eh bien, un jour, ce monsieur demandera l'indépendance de Paris au nom du salut de l'humanité. Hein. Oui, ça va arriver. Les métropoles, se finiront par vouloir s'émanciper quand les populistes arriveront au pouvoir. Par exemple, on voit déjà aux États-Unis une grande ville qui essaie de résister. Parce qu'il considérera qu'être intégré dans la même collectivité électorale nationale que tout un tas de ploucs, entre guillemets, selon lui, eh bien c'est insupportable et qu'au contraire, lui qui est dans une autre humanité bien plus avancée que la nôtre, il faudra qu'elle ait sa propre république. Oui, c'est pas nouveau dans l'histoire. Hein. Mais quand il dit Paris est une ville antiraciste, c'est intéressant parce que effectivement à Paris il y a énormément de CSP+, et les catégories populaires qui restent à Paris sont des catégories issues de l'immigration essentiellement. Et vous avez beaucoup insisté d'ailleurs dans votre livre sur le lien entre immigration et métropolisation. Comment finalement la métropolisation fait que les villes qui deviennent des territoires de riches, où les pauvres des classes populaires ne peuvent plus se loger, sont obligés de faire venir de la main-d'œuvre immigrée pour subvenir à leurs besoins, parce qu'ils ne peuvent pas. C'est trop cher. Est-ce que vous pouvez développer Oui, c'est bien sûr. Je pense qu'il y a un effet de système qu'on pourrait retrouver un peu partout, et puis il y a un effet, une cause proprement française à notre histoire politique et sociale. Parce que, au fond, la Révolution française, elle a créé l'égalité. Ça vient de loin dans la culture française et chrétienne, cette notion d'égalité, et elle nous a rendu, à nous tous, collectivement, intolérable la domesticité. La soumission à un patron, ça a donné les syndicats, mais même le travail dans le milieu domestique, c'est encore pire. Hein. D'ailleurs, les mots bonnes aujourd'hui, qui sont employés tous les jours et par tout le monde dans des pays qui sont proches des nôtres. Hein. Je pense à l'Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, etc. Ces mots nous sont intolérables. Et donc, les Français aujourd'hui, les Français des classes populaires, ils sont totalement indépendants. Alors, bien sûr, ils ne sont plus comme les paysans du 19e siècle, ils produisent plus eux-mêmes leur propre nourriture, etc. Mais enfin, ils font leur ménage, ils font leurs courses, ils mettent eux-mêmes l'essence dans leur voiture. Ils sont des individus autonomes. Voyez, et là, la bourgeoisie française, elle se retrouve dans une situation où, si elle n'a pas des moyens considérables, comme certains grands patrons abusivement mis en première place parce que on met en avant le fait qu'ils ont une domesticité. Quelle horreur, bien sûr. Mais la majorité ce qu'il faut appeler la bourgeoisie française n'a plus les moyens d'avoir une domesticité. Et donc, finalement, comme les Français ne veulent pas être domestiques et qu'ils sont repartis dans leur province, et que cette bourgeoisie, elle est regroupée entre elles. Alors comment elle fait? Il faudrait qu'elle se prenne en charge. Mais elle va trouver dans l'immigration les domestiques qui lui manquent. Alors, sans leur donner le mot de domestique, on a inventé des nouveaux mots, on a inventé les migrants, etc., tout ce que vous voulez, et qui, quand on y réfléchit, accomplissent tous les métiers. Alors, ils vous disent, oui, mais c'est normal parce que les Français ne veulent plus faire ces métiers. Oui, ils veulent plus les faire parce que d'abord, ils sont pas rémunérés, ou bien ils sont sous-rémunérés, et puis parce que socialement, on a appris à être des individus autonomes en France. C'est pour ça qu'on a été éduqués, c'est pour ça qu'on a été formés, c'est pour ça qu'on vote, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses. Et ces gens qui arrivent de pays très pauvres, dans lesquels il y a des États défaillants, et qu'il n'y a aucune protection sociale, avec des salaires très faibles ou des revenus très faibles en France, ils trouvent une ascension sociale de leurs conditions, de leur famille, qui était inespérée dans leur pays. Donc ils acceptent de travailler et de rendre des services licites et illicites. Je vais terminer parce que je vais laisser la parole à Christophe évidemment, mais on en parlait tout à l'heure, l'exemple de ces étudiants des grandes métropoles qui se font servir par des types du tiers-monde à vélo des pizzas à domicile.
Mais c'est le retour de l'économie coloniale, c'est-à-dire on revient au pouce-pouce. C'est le pouce-pouce, et ça n'indiffère personne. Vous pouvez en parler à leurs parents, vous pouvez en parler à ces étudiants, ils ne voient pas du tout le problème que des types de 35 ans fassent du vélo pour amener des pizzas rémunérées à hauteur de quelques dizaines de centimes ou 1 ou 2 euros. Alors, il se trouve que par ailleurs, les industriels malins, depuis le Covid, ont joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'ils font fournir aussi la drogue par ce biais, par ce petit commerce. Donc ça rend d'autres services. Et là, on rentre dans l'illicite. Et c'est ces pauvres types à qui on va confier aussi cette tâche, puisque la société aujourd'hui a besoin à la fois de drogue et de pizza pour une partie d'entre elles. Et voilà, donc c'est une drôle de société. Christophe Guy, qu'est-ce que vous pensez du tableau esquissé par... Oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est que la bourgeoisie d'aujourd'hui, la métropole étant le bourg, finalement, d'aujourd'hui, finalement. Donc, la bourgeoisie, c'est cette bourgeoisie cool, progressiste, mais qui ne s'assume pas, qui n'assume pas son statut de classe. Donc elle ne peut pas être dans un rapport de classe avec celui qui va la servir. D'où d'ailleurs ce surinvestissement et ces discours ronflants sur l'autre. Mais le vrai autre, c'est l'autre social. C'est pas la question de l'altérité culturelle qui est assez facile finalement à gérer. Moi, je pose toujours la question aux gens, mais certes, il y a effectivement des gens qui sont là pour vous servir, qui permettent d'ailleurs à cette bourgeoisie de maintenir un niveau de vie bourgeois, avec des services, avec la nounou, avec la femme de ménage, avec effectivement des gens en cuisine dans les restaurants qui vous permettent d'avoir finalement une addition relativement accessible en tout cas pour les revenus de cette bourgeoisie, mais rien n'est assumé. C'est toute la difficulté justement, j'allais dire, du rapport de classe aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait il y a une violence sociale gigantesque, une exploitation de l'immigré comme jamais, un rejet des plus modestes au tréfonds de la société française, une ostracisation, mais complètement dingue. Je veux dire, rappelez-vous les gilets jaunes, mais c'était pire que les gueux, là. Je veux dire, un système qui se claque-mur. Aujourd'hui, on a la ZFE, on avait les citadelles, donc voilà, maintenant on ferme à double tour, on met une ZFE, etc. ZFE des zones. Bref, on est dans une hyper-violence sociale, quelque chose de jamais vu, mais tout ça est invisibilisé. Tout ça est très cool. Par la morale. Pourquoi ? Parce que, oui, et puis parce que la bourgeoisie a compris une chose, c'est qu'il faut être progressiste aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vais dire, la bourgeoisie à l'ancienne, celle qui assumait son statut de classe, c'est très compliqué. Parce que, bon, évidemment, vous avez la question des revenus qui va venir sur la table, etc. Là, il n'y a pas de revenus. Vous voyez, par exemple, moi je dis toujours, faut toujours relire Balzac parce que quand vous regardez les Rougon-Macquart par exemple, aujourd'hui on a les Rougon-Macquart avec un look de hipster, les types sont très cool, etc. Sauf que c'est la culbute avec quoi ? Avec le patrimoine. Je veux dire, à l'époque de Balzac, la bourgeoisie s'enrichit avec la rénovation urbaine. Là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont, par exemple, je ne sais pas, voter Mélenchon dans l'Est parisien ou à Montreuil, avec des biens à 1 million d'euros. Enfin, je veux dire, voilà, on est sur du gros patrimoine, on n'est pas sur quelque chose de... Voilà. Mais tout ça est très cool. Et évidemment, moi, je pose toujours la question à tous ces gens, mais qui pensent faire le bien en embauchant leur nounou. Je leur dis, mais qui garde les enfants de Fatoumata ? Et là, je n'ai jamais de réponse. Je n'ai pas. Je pose d'ailleurs la question dans chacun de mes livres. Je n'ai jamais eu la réponse. Parce qu'évidemment, là, vous avez cette idée que, mais oui, il faut être responsable. Et là, je me pose la question de ce qu'est devenue la bourgeoisie. Donc, elle n'assume pas son statut de classe, mais surtout, elle est immature.
C'est-à-dire que la question de l'égotisme, de l'individualisme, de l'immaturité de la nouvelle bourgeoisie, celle qui gagne dans les métropoles, est au cœur de ce système. Et c'est pour ça que le système de métropolia est un système en fait très fragile. Et j'allais dire que c'est un modèle qui est pour moi condamné. Pourquoi je dis ça? D'ailleurs, les chiffres parlent. Hein. Je rappelle quand même que Paris a perdu 120 000 habitants. Quand on regarde les métropoles françaises, voilà, en 10 ans, il y a près de 800 000 personnes qui ont quitté les métropoles. Mais même quand vous regardez, même aux États-Unis, la Californie, les gens fuient la Californie. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que ce modèle métropolitain est en train de s'effondrer sur lui-même. Donc ce n'est plus l'horizon indépassable. C'est encore très riche. Ça pilote encore les médias, c'est encore hégémonique culturellement, mais c'est en train de s'effondrer. Et moi, je pense que les réactions très violentes qu'on a aujourd'hui autour de ce qui est en train de basculer culturellement et politiquement dit simplement la peur. Hein. On parle beaucoup de la question de la peur qui serait instrumentalisée par Macron, etc., etc. Mais on oublie de dire une chose, c'est que ce monde-là a très peur de ce qui est en train de se passer dans l'ensemble du monde occidental. Et qui est assez logique d'ailleurs, parce que vous ne pouvez pas avoir un modèle économique, social et culturel qui ne bénéficie qu'à une petite minorité. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que cette citadalisation des métropoles nous dit bien la peur. C'est-à-dire que la ZFE, ça dit encore la peur. Vous voyez, c'est que là, on est vraiment à un point où ils sont en train de comprendre que le point de bascule est arrivé. Et vous allez avoir peu à peu les sociétés occidentales qui vont rebasculer vers quelque chose de beaucoup plus sain, je pense, c'est-à-dire l'acceptation qu'il y a bien une majorité ordinaire, que celle-ci doit être intégrée. Pierre Vermeulen, ensuite je poserai une question. Non, juste un exemple, parce que effectivement, cette bourgeoisie n'assume pas, mais l'État porte sa responsabilité aussi. Parce que l'État, il est garant quand même d'un système de péréquation fiscale et de prélèvement obligatoire gigantesque. Hein, il y a une économie formelle extrêmement structurée, très lourde, très pesante, qui rend le travail... Bon, quand vous êtes en province et que vous voulez, je sais pas moi, faire repeindre chez vous 2 pièces, hein, vous faites venir un peintre, bon, ce peintre, il a des charges, il travaille, il est déclaré, il a une camionnette, etc. Ça vous coûte 3 000 ou 4 000 euros, d'accord, pour repeindre 2 pièces. Et encore, c'est gentil, mais bon. Quand vous êtes à Paris, que vous changez d'appartement, d'abord, votre peintre, il ne peut pas venir parce que se garer n'est pas possible. Deuxièmement, il faudrait venir du 93 ou de je ne sais où. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bouche à oreille, il y a un type qui arrive avec une échelle, un seau de peinture. Il passe 2 jours dans l'appartement, ça coûte 500 euros et il repart ni vu ni connu, payé en liquide, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ce type, il est généralement marocain ou tunisien et il est très sympathique. Et d'ailleurs, lui, il n'est pas, franchement, il n'est pas en cause dans le système. Mais ça veut dire que le système est moribond. Économiquement, le système est mort. Parce que, si vous voulez, on peut pas d'un côté... Alors du coup, en province, la peinture est réservée à 10% de la population qui a les moyens de se payer un peintre. À Paris, elle est ouverte à tout le monde, mais elle est à un prix 5 fois moins cher, ou 6 fois ou 8 fois. Il n'y a pas de charge. Bon, s'il y a un accident, on ne sait pas comment ça se passe. Non, le système est très malade. Très malade. Christophe Guilly, vous faites l'opposition entre le peuple, la majorité ordinaire d'un côté et les élites de l'autre. Est-ce que vous ne risquez pas d'essentialiser une forme de peuple qui serait par essence sain, tandis que les élites seraient par essence corrompues? Est-ce que le peuple ne peut pas aussi parfois se tromper, faire des erreurs? Est-ce qu'il n'est pas aussi responsable de ce qui lui arrive? Et d'un côté, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'élites, quelque part, dans une société, dans toute société a besoin d'élites? Je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas chez vous peut-être une... Je n'ai jamais dit ça. Je vais poser d'autres propos. J'ai un problème avec les élites contemporaines, pas avec le principe de l'élite. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les grands hommes et les grandes œuvres sont toujours inspirés des valeurs humaines qu'il y a dans le peuple. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction entre le haut et le bas. Je donne toujours ces exemples, mais bon,
le gaulo-communisme, je veux dire, là on parle d'élite, hein, je veux dire, de Gaulle, voilà, on a des gens qui sont au service du bien commun. C'est ça, la réindustrialisation, c'est ça, penser le bien commun. Vous pouvez prendre des élites culturelles, il y a toujours eu des connexions avec le bas. Donc, pour moi, une société saine, c'est évidemment une société qui parle de l'élite et qui est l'élite au service du bien commun. Donc, je ne fais pas d'opposition. La sécession des élites, elle vient bien d'en haut. C'est-à-dire que ça démarre là. C'est-à-dire que ce qu'avait vu Christophe Forlage dans les années 80, on a eu une sécession des élites, on a eu une sécession de cette bourgeoisie avec cette métropolisation. Et c'est ce qu'on paye actuellement. Donc, bien évidemment, le peuple, n'a pas toujours raison. C'est pas du tout ce que je veux dire. En revanche, et d'ailleurs, on le dit suffisamment. Et je veux dire, l'ostracisation du peuple est suffisamment forte pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est montrer qu'effectivement, une civilisation, on parle beaucoup de civilisation, c'est pas seulement les grands intellectuels et les grandes œuvres. Il y a ça, évidemment. Je me nourris à ça, évidemment. Mais qui porte les valeurs humaines d'une société ? La transcendance, vous la retrouvez dans chaque humain. Si vous commencez à expliquer que la transcendance humaine finalement n'existe que dans une certaine élite, vous allez mourir. C'est-à-dire que la société, c'est un rayonnement, mais à partir de la multitude. Et c'est ce que j'essaie de dire, quoi. C'est-à-dire que et quand j'observe les choses, je me dis que oui, effectivement, dans le peuple, il y a encore cette forme de décence, de solidarité, qui n'est pas, j'allais dire, quelque chose qui tomberait du ciel. C'est simplement que ces milieux-là, ces territoires-là, ce sont les territoires c'est la France des limites. Vous êtes limité matériellement. Donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc les solidarités, ce sont des choses qui s'imposent aussi. Et dans ces milieux-là, oui, continuent à exister des valeurs humaines qu'on retrouve de moins en moins dans les grandes métropoles. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Mais bien évidemment, il y a besoin de cette interaction. Pierre Verhaeren, vous êtes d'accord avec l'idée qu'il existe des valeurs différentes dans le peuple et dans les élites et que les classes populaires seraient d'une certaine manière préservées, sachant qu'on a aussi une acculturation très profonde des classes populaires. Vous avez beaucoup parlé aussi, vous, de l'américanisation des classes populaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Christophe Guillet ? Alors, comme le dit Christophe, effectivement, les limites en termes de déplacement, d'alimentation, de biens matériels, etc., créent un système de dépendance, de solidarité à une échelle proche. Vous voyez, il y a des liens de solidarité qui se créent. S'ajoute à cela le fait qu'en France, on a quand même été, le peuple a été très choyé et très bien élevé par les institutions de la Troisième République. L'Église catholique, la bourgeoisie, quand elle se sentait responsable de la situation du pays. On a beaucoup daubé sur les dames patronesses ou les patrons chrétiens, etc. Mais il y avait quand même une mentalité qu'on a retrouvée chez les instituteurs de la Troisième République, qu'on a retrouvé, le souci du bien commun. Je ne pense pas du tout que ce soit naturel. C'est très culturel. Il y a beaucoup de pays où ces valeurs-là n'existent pas parce que le gouvernement, il est uniquement autoritaire et violent. Voilà. Et après, on gouverne à la soumission, à la récompense. Mais en France, en tout cas, et dans d'autres pays européens, évidemment, on a eu des héritages culturels très riches qui ont élevé le peuple. Il y a eu un souci. Enfin, il y a eu on peut le contester, mais il y a eu le souci, bien sûr, l'Église avait le souci de répandre le christianisme, la République avait le souci de répandre la morale laïque, etc. Mais il y avait cette compétition qui a amené le peuple français à un haut niveau culturel. Aujourd'hui, cette fuite des élites, finalement, de leurs responsabilités, laisse le peuple dans une situation à la fois d'affaiblissement moral, culturel, spirituel, linguistique, et aussi de corruption.
C'est-à-dire que la diffusion, par exemple, si vous voulez, quand on produisait, la valeur travail avait une grande importance. On a vu, d'après toutes les études d'opinion, que la valeur travail s'est effondrée. C'est normal puisqu'on ne produit plus grand-chose. Encore une fois, on ne produit qu'un tiers de ce qu'on consomme, c'est-à-dire très peu. Donc, le travail n'est pas une valeur aujourd'hui partagée par beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne travaille pas? On a des loisirs. Bon, on se déplace, ou on reste dans son canapé pour regarder, pour être pris en main par le système médiatique, ou bien pour être pris en main par quoi? Par le sport, c'est très bien. Par la drogue, c'est moins bien. Par les jeux vidéo, c'est une option. Et puis surtout, il y a l'effondrement scolaire, c'est une réalité. Enfin, je suis quand même, ça fait que, enfin, je pourrais dire que depuis l'âge de 3 ans, je suis dans l'enseignement. Je l'ai jamais quitté en réalité. Et c'est vrai qu'on voit quand même, sans être pessimiste par excès, il y a vraiment un affaissement considérable. On parlait tout à l'heure des collections culturelles. Vous voyez, moi j'ai des collègues qui sont très attachés à la diffusion à l'université de l'écriture inclusive. Personnellement, ça m'est strictement égal, mais le problème c'est que on parle à qui ? Là, on parle entre soi, effectivement, parce que quand vous avez des élèves qui, par vague montante, ne sont plus capables de lire un texte, même élémentaire, vous allez et d'écrire moins encore, d'écrire sans faire un nombre considérable de fautes ou à structurer des phrases, c'est-à-dire la pensée, parce que s'il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de pensée. Et donc il y a voilà. Et alors vous leur imposez encore ce système, bon pourquoi pas, mais ça veut dire que cette déconnexion, elle a des conséquences sur la société et que le peuple, on peut lui trouver bien des vertus parce que par nécessité il est, comme on le disait, il en exprime, mais on peut aussi le corrompre, on peut l'abaisser, on peut le maltraiter. Et moi, c'est ça que je crains aujourd'hui, c'est qu'il y a la télévision ne se considère plus comme l'éducatrice du peuple, la République non plus, ou alors elle le fait mal, etc., etc. Et puis, en revanche, le peuple a à sa disposition tout un tas de... Alors, il ne faut pas revenir à des positions d'autorité qui sont incriminées, jugées fascistes, démagogique, archaïque, tout ce que vous voulez. Mais il faut voir que les actions de l'élite, elles ont une influence. Et que cette influence, elle est parfois très délétère aussi. Christophe Guilly, vous vouliez... Oui, ça je suis d'accord avec ça. Après, il faut vraiment insister sur un point qui pour moi est essentiel. Le mouvement existentiel des peuples aujourd'hui, de contestation du modèle, on va dire néolibéral, et alors quand je tire le fil néolibéral, individualiste, et y compris nihiliste, qu'on retrouve dans les plus hautes sphères intellectuelles, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je parlais de la littérature tout à l'heure, ou du cinéma. C'est-à-dire que ce modèle-là, il est contesté, alors de façon, j'allais dire, qui n'est pas intellectuelle, qui n'est pas intellectualisée, qui n'est pas écrite, mais qui est fondamentalement contesté de manière existentielle par les peuples, par les catégories modestes. C'est pour ça que tout ce que dit Pierre est exact. Il y a effectivement un affaissement, mais qui vient d'en haut. Mais pourquoi il vient d'en haut ? Parce que vous ne pouvez pas avoir un enseignement supérieur de qualité qui serait un enseignement qui fasse monter le bas, à partir du moment où vous avez des catégories supérieures qui considèrent que ce reste n'existe plus. Cette société n'existe plus. Métropolia ne peut pas exister, il ne peut pas y avoir elle meurt de fait. Donc elle meurt aussi par le nihilisme qu'elle va produire. Vous savez, tout le débat autour du nihilisme, moi c'est ça qui me frappe beaucoup. En ce moment on parle beaucoup de ça. Mais qui parle de ça ? Je veux dire, les gens qui le sont eux-mêmes. Il n'y a pas de nihilisme d'en bas. La posture... Les gens, je veux dire, à 1 500 € par mois, on n'a pas les moyens du nihilisme, ni de l'individualisme. Et ce que je veux dire, c'est que la contestation du modèle néolibéral, il se fait dans ses majorités ordinaires. Et c'est pour ça que je ne veux pas, en faire, une mythologie. Mais c'est là que je retrouve les valeurs humaines, précisément parce qu'il y a cette contestation presque intuitive que ce modèle-là
ne va pas. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la question de l'autonomisation culturelle. Les gens se sont autonomisés. Alors on peut se dire pour le meilleur et pour le pire, mais de fait, ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus les médias. Alors évidemment, la posture, j'allais dire intellectuelle, ça aurait été oui, mais ils sont trop bêtes, ils ne s'intéressent plus à rien, etc., etc. Non, c'est ça. C'est de la même manière, ils ne votent plus parce que l'offre politique est celle-ci. Alors évidemment, après, de temps en temps, ils vont voter pour des types un peu bizarres, type Trump. Alors évidemment, on leur dit, vous voyez, ce sont des abrutis, ils votent pour un type qui a les cheveux un peu peignés n'importe comment, etc. Non, ils se servent de Trump. C'est pour ça que je dis toujours, on a mis tellement loin la culture, tellement loin la culture populaire, mais au sens valeurs humaines, qu'on ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'il y a quelque chose de très puissant en bas, qui est la société elle-même. C'est pour ça que je parle beaucoup de la civilisation. La civilisation, elle est portée par tout un chacun. Elle n'est pas seulement portée par quelques humains. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en fait, ces catégories-là sont en train d'utiliser des marionnettes, les marionnettes populistes. C'est pour ça que je dis toujours, les gens utilisent Trump, utilisent le Brexit, utilisent en France le RN ou d'autres partis, etc. Mais ou vont prendre un gilet jaune pour dire nous existons. Et ça doit nous faire comprendre une chose. Et qui pour moi, c'est pour ça que mon espoir est là. Et j'allais dire, je vois de l'espérance, moi, toujours. J'ai presque, c'est pour ça que d'ailleurs je termine par Mishkin, c'est-à-dire que je crois beaucoup à cette force en nous. Et je crois qu'il faut refuser ce désespoir qui est au cœur, par exemple, du wokisme. Parce qu'on parle beaucoup du wokisme comme d'une segmentation, mais c'est aussi très triste. Je veux dire, tout ça est très triste, très nihiliste. Et à un moment donné, il faut se dire, mais est-ce que le wokisme, par exemple, imprègne les classes populaires et les milieux et la majorité ordinaire? Ça les fait rire. Peu. Oui. Ça les fait rire. Donc, c'est très important de se ressourcer à ce qu'est la société réellement. Et mais pour ça, il faut oublier le TGV et plutôt que de passer de métropole en métropole, s'arrêter et puis ne pas avoir peur. Moi, je dis toujours, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des wokistes, je n'ai pas peur des fascistes, je n'ai pas peur des gauchistes, je n'ai même pas peur des féministes. Mais il ne faut pas avoir peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce que, je veux dire, c'est quand on rencontre les gens et la richesse humaine. Et j'allais dire, je le dis pas. Quand je dis ça, les gens se disent il est un peu naïf, etc. Mais, enfin, moi, ça ne me dérange pas. J'aime cette naïveté. Ce que je veux dire, c'est que si on ne croit pas à ça, si on est dans la posture nihiliste, alors on ne devrait même pas être autour de cette table. Moi, je pense que si on est tous les trois autour de cette table, c'est qu'on y croit quand même encore. Mais par contre, il faut faire l'effort de se dire, oui, on va se ressourcer. Mais comme les grands hommes. De Gaulle, c'est quoi? On parle toujours de De Gaulle. C'est quand même un type qui se dit, oui, bon, je suis De Gaulle, voilà, le grand intellectuel, etc. Mais je puise aux valeurs humaines de ce qu'est le peuple français pour essayer d'aller le plus loin possible dans l'abstraction et la transcendance. C'est dans ce sens-là. Pardon, je suis un peu... Je vais laisser Pierre Vermaelen peut-être conclure et nous dire s'il partage l'optimisme de Christophe Guilluy sur la possibilité de sortir de cette impasse de la métropolisation que vous aviez décrit. Moi, je suis frappé quand... Vous savez, il y a beaucoup d'effets d'optique dans la société du fait du système médiatique. 5% des Français vont au ski. 5%. 1 sur 20 depuis 30 ans. Les classes populaires, y compris les immigrés, sont très très complexés et très malheureux de ne pas pouvoir emmener leurs enfants au ski. Ce que font 95% des gens. Alors bien sûr, on peut aller au ski une fois tous les 2 ans. Donc au total, il y a un peu plus d'une personne sur 20 qui va au ski, mais grosso modo, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans les stations de ski récemment? Les sports de glisse, les boîtes de nuit dans la nature, la nuit, les lumières, les bois, vous voyez, etc. Donc des loisirs complètement délirants. Quand vous allez tout simplement visiter des châteaux, des petites églises, des bâtiments publics, faire des promenades en forêt, l'été vous regardez en France partout, dans l'ensemble de la France, vous avez des activités très simples. Vous organisez une visite de château au fin fond de l'Auvergne ou de la Bretagne, vous avez une queue de 50 personnes toutes les heures.
Vous voyez, vous avez des masses, vous avez des millions de gens qui viennent écouter, on leur raconte, alors voilà, voilà comment ça se passait, voilà la culture de ceci, la plantation de cela, la construction de ce bâtiment, le vitrail, un tel, etc. C'est-à-dire que vous avez des millions et des millions de gens qui cherchent la culture, qui cherchent modestement, gratuitement, pour 1 ou 2 euros ou 5 euros. Voilà. Et c'est là qu'on retrouve la population. Et puis vous avez pendant ce temps-là 5% des gens, et sur les 5%, peut-être la moitié, qui vont danser dans la neige avec un peu de cocaïne et de spots. C'est pas la société, mais si vous regardez le système médiatique, c'est la société. Écoutez, et donc, il y a un effet, oui, je suis d'accord avec lui. C'est une très belle conclusion. Plutôt que du ski, de la cocaïne pour tout le monde, des visites de château pour tout le monde, ce sera bien mieux. Merci à tous les deux pour ce débat absolument passionnant. La semaine prochaine, je poursuivrai notre conversation, mais sur un terrain bien différent, sur la question de l'économie, puisque je ferai un débat sur le décrochage économique de la France avec Denis Oliven et Nicolas Bavrez. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée sur le Figaro TV.